Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Il y a un écocide. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué? Il faut qu'on parle de tout ça, non? Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de La Petite Conversation, le podcast des jeunes de Terra Nova. Deuxième partie de notre entretien avec Pierre Januel, numéro dédié aux coulisses du travail parlementaire. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, je le rappelle, vous êtes journaliste parlementaire, également co-auteur avec Vito Marinese de La Fabrique de la Loi, manuel de vulgarisation pour en savoir plus sur l'écriture de la loi, publié aux éditions des Petits Matins. Votre ouvrage est réédité depuis le 22 janvier. Merci d'être avec nous. Alors, je voulais qu'on vienne, Pierre Januel, avant d'être journaliste parlementaire, vous avez été de l'autre côté, vous étiez chef de cabinet de Cécile Duflot au sein des Verts, ancêtre des écologistes, que l'on appelait encore Europe Écologie Les Verts jusqu'en 2023. Puis vous avez été collaborateur du groupe écologiste chargé du suivi de la commission des lois sous le quinquennat Hollande. En quoi votre expérience personnelle, elle a nourri votre écriture pour ce livre? Elle m'a donné un aspect pratique. Moi, c'était 10 ans que j'étais collaborateur, donc ça remonte assez. Et la plupart des personnages que j'ai connus à ce moment, ils ont plutôt quitté la politique. Mais ça m'a permis, d'une part, de connaître la maison. L'Assemblée, le Sénat ont leurs règles. Elles ont leurs règles écrites, elles ont leurs règles non écrites. Et c'est important de les connaître et de suivre et de comprendre la logique. Les parlements sont des constructions qui remontent à plusieurs siècles. Et donc, en arrivant, voilà, on voit parfois un peu le poids de l'histoire, mais aussi un poids des traditions. Et donc c'est important, et d'avoir pu y travailler permet de comprendre comment ça marche, comment marche une navette parlementaire, comment marche une commission, c'est quoi les logiques, c'est quoi les réflexes. Donc moi, ça m'a été très utile pour ça, et c'est en partie pour ça qu'on voulait faire un livre avec Vito Marinese, qui est toujours collaborateur. Lui, il est collaborateur, il est constitutionnaliste dans le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et pour justement donner un aspect pratique et expliquer voilà, comment ça marche. Je trouvais que la plupart des gens ne savent pas très bien de quoi on parle quand on parle de navette, par exemple. C'est technique et c'est normal qu'ils ne le savent pas. Nous, on est en fait, on est un peu le livre de recettes et c'est logique. C'est-à-dire que le but du Parlement, c'est un peu de faire de la politique. Nous, on est un peu comment fonctionnent les coulisses. Et parce que pour que la pièce de théâtre marche bien, il faut qu'il y ait des coulisses qui fonctionnent. Nous, on s'intéresse aux coulisses et c'est normal que les gens derrière ne voient que la pièce de théâtre. C'est l'objectif. Je voulais qu'on revienne sur le journalisme parlementaire en général. C'est quoi en fait le journalisme parlementaire? En quoi l'Assemblée c'est un champ de bataille, un champ d'exploration différent? Le Parlement est un objet assez curieux. C'est un objet où on met que des politiques, où on met 1000 personnes, députés et sénateurs, qui ont tous des opinions très affirmées, et on leur demande, alors qu'ils ne sont pas forcément juristes, de faire quelque chose d'extrêmement technique, c'est-à-dire d'écrire la loi à 1000. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire un communiqué de presse à 3, alors écrire une loi à 1000, c'est autrement plus compliqué. Or, la plupart des politiques, leur but, c'est de faire la politique, c'est de parler aux citoyens, c'est d'exprimer les préoccupations des citoyens, c'est d'essayer d'y répondre. Et arriver avec quelque chose aussi technique d'une loi, c'est compliqué. C'est parfois compliqué à traduire entre la politique et les droits. Et le Parlement est intéressant parce que, en fait, c'est un peu cette zone de confrontation. C'est aussi un endroit très intéressant parce que c'est le seul endroit d'élaboration de la norme où tout est transparent. Quand un décret, vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas comment il a été élaboré, comment il a été débattu, comment on en est arrivé là. Un Parlement, vous voyez tous les amendements, toutes les différentes étapes sont publiques, les débats sont publics, et les gens s'expriment, et les gens rendent des comptes. C'est-à-dire c'est l'endroit où le gouvernement veut proposer une réforme, mais doit rendre des comptes sur différents aspects d'une réforme, et vous avez toujours un parlementaire, parce qu'il a été saisi par un citoyen, par un lobbyiste, par une association, qui va lever le doigt en disant « moi j'ai un petit doute sur l'effet de cette réforme ». Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est l'endroit où se crée la norme, où s'élabore la norme de manière parfois un peu lente, avec les missions d'information, les commissions d'enquête, et c'est très intéressant à suivre. Or, cette fenêtre de transparence, pas tout le monde ne la regarde, et donc quand on est journaliste, ça peut être un terrain d'exploration formidable, parce qu'on voit comment se font les choses. Moi, je voulais qu'on s'intéresse ensuite sur une expression en particulier, qui est celle de la culture parlementaire, dont on nous rabâche pas mal les oreilles. C'est quoi en fait une culture parlementaire, et est-ce il semblerait qu'en France, on ne l'est pas. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas de culture parlementaire en France? On a une culture parlementaire particulière. C'est-à-dire qu'on a une culture parlementaire qui s'est longtemps habituée à ce que l'essentiel du pouvoir ne vienne pas du Parlement, mais du président de la République,
qui n'est même pas comptable devant le gouvernement. Et ça, cette tradition, elle est très ancrée, au point qu'aujourd'hui, les différents groupes parlementaires ont comme visé non pas une future élection législative, mais une future élection présidentielle. Et c'est l'objectif de la plupart des groupes. La culture, c'est comment nos règles, pour fonctionner, notre démocratie a besoin de règles, et la culture, c'est justement la culturation, c'est comment on apprend et on intègre ces règles-là. C'est toujours intéressant, par exemple, de voir de nouveaux groupes arriver. Par exemple, en 2017, on a vu l'arrivée du groupe Insoumis, en 2022, on a vu l'arrivée, il y avait 7 députés RN avant, mais l'arrivée en masse du groupe RN, de voir comment ils s'approprient cette culture parlementaire-là. Parce que le Parlement, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que, une fois que vous y êtes, vous devez vous prononcer toutes les semaines sur des dizaines de votes. Donc c'est aussi un endroit où on prend position, et c'est ça l'intérêt. On dit souvent que en France, le président préside, le gouvernement gouverne et le Parlement parle. Il y a quand même de ça, mais c'est intéressant et c'est important de parler. Parce que le Parlement sert aussi à légitimer un certain nombre de choses. C'est lui qui légitime le budget, c'est lui qui légitime les lois. On pourrait se passer d'un Parlement pour écrire une loi. C'est quand même l'outil de légitimation d'un certain... Bien ensuite, sur votre métier, vous en particulier, quand vous parlez en off avec certains parlementaires, est-ce que certains vous confient qu'ils aimeraient, on va dire, un peu plus s'affranchir de la contrainte, de la discipline pour porter des sujets de manière plus transpartisane, ou pour aller plus conclure des marchés, on va dire, avec les groupes d'à côté? Est-ce qu'ils Je sais pas. En fait, les politiques sont moins cyniques qu'on ne le croit, et ils se convainquent eux-mêmes de leur rôle. Et ils voient aussi les limites de leur office, parce que, encore une fois, un député n'est que un 577e de l'Assemblée. En fait, en France, on a quand même une conception très individualiste du parlementaire. Dans d'autres pays, c'est le groupe qui est important, beaucoup plus important. En France, on a cette tradition de le député représentant de la souveraineté nationale. Moi, je pense qu'en démocratie, ce qui compte, c'est le groupe. C'est-à-dire que 10 groupes peuvent s'entendre ou pas s'entendre, mais ou en tout cas débattre, c'est plus compliqué qu'on est à 577. Il faut réduire le nombre d'acteurs pour réussir à avoir des choses. Par ailleurs, moi j'ai toujours une petite crainte quand un député pense qu'il a la vérité absolue à lui tout seul. Voilà, la démocratie, c'est le pouvoir du collectif, et pour moi ça compte. Donc évidemment, certains aimeraient parfois s'affranchir d'un groupe ou ne pensent pas sur tel ou tel sujet la même chose que leurs collègues qui sont parfois plus proches d'autres groupes parlementaires, évidemment. Et les groupes sont des grandes familles politiques. Donc dans la famille, voilà, tout le monde n'est pas toujours d'accord. N'empêche que ça reste une cellule confortable, et d'où j'ai pas l'impression qu'ils aient tant envie que ça d'en sortir. Dans la mandature précédente 2017-2022, beaucoup de députés ont quitté leur groupe, notamment le groupe Renaissance, parce qu'ils n'étaient pas contents. Et c'était souvent des novices. Aujourd'hui, vous avez quand même souvent comme députés des gens qui sont un peu plus expérimentés, qui ont été collaborateurs d'élus par ailleurs avant, donc ils ne quittent pas vraiment leur groupe. On a très peu de députés qui franchissent la ligne aujourd'hui depuis 2022. Quel sentiment vous avez eu sur ces députés En Marche qui sont arrivés à l'Assemblée en 2017, qui connaissaient peut-être moins le Parlement, l'Assemblée nationale que d'autres qui avaient une longue carrière avant? Comment est-ce qu'ils se sont habitués? Comment ils ont intégré justement cette culture? Alors au début ça a été dur. Un certain nombre sont arrivés avec des images un peu datées du Parlement. Certains pensaient d'une manière un peu naïve qu'on ne faisait rien au Parlement parce qu'ils n'arrêtaient pas de le voir dans les médias. Ils se sont aperçus que le rythme de travail était beaucoup plus sévère, et voilà, on nous a un peu décrit comme des Playmobil. C'était vrai au début. Rapidement, ça n'a plus été le cas. Mais ils ont toujours souffert un peu de cette critique. De la même manière que les Insoumis, en 2022, sont arrivés un peu un côté bordélisateur, et je pense qu'ils le payent encore aujourd'hui, alors qu'ils ne le sont plus. On paye toujours une première image, surtout quand elle est mauvaise. Ils se sont acculturés. Après, je note que ceux qui ont survécu avaient souvent un background politique derrière. C'est-à-dire, mis à part, il y avait Braun Pivet qui était une novice, totale novice en 2017. La plupart que vous avez aujourd'hui dans les groupes macronistes sont des gens qui connaissent un peu les règles du jeu et qui sont arrivés en les connaissant. Okay. Je voulais qu'on revienne maintenant sur une note qui a fait beaucoup parler à l'époque quand elle est sortie du Centre pour la recherche économique et ses applications, le CEREMAP, qui date de janvier 2025, qui s'appelle La fièvre parlementaire, ce monde où on catch. Donc cette note a revenu sur l'évolution des discours prononcés, notamment dans l'hémicycle, entre 2007 et 2022, avec une place plus importante accordée aux émotions dans les discours, notamment la colère, en lieu et place d'un débat, on va dire, peut-être vu auparavant comme plus rationnel. Est-ce que vous
de par votre parcours, vous avez senti ce virage à partir de vos différentes fonctions? Est-ce que vous avez une polarisation? Alors la polarisation, elle est indéniablement beaucoup plus forte aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus d'idées représentées, déjà. Auparavant, vous n'aviez pas les Insoumis ni le RN, donc il y a d'autres forces politiques qui sont arrivées au Parlement, donc c'est normal qu'elles s'expriment. Ensuite, effectivement, vous avez un changement dans la manière de concevoir le débat. Vous avez peut-être plus de capsules vidéo, de monologues, ou de députés qui veulent interpeller un peu... taper tel ou tel ministre ou tel microniste pour faire des capsules vidéo. Et après, l'Assemblée a toujours été un peu comme ça. Dans l'hémicycle, on a rarement parlé pour ses collègues, on parle souvent pour l'extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, le compte-rendu a été longtemps si important. Dans la Troisième République, le compte-rendu parlementaire, c'était important, et on accusait des députés aussi de ne parler que pour le compte-rendu ou que pour l'extérieur. Donc il y a toujours eu ce jeu-là. Aujourd'hui, on est dans un monde de réseaux sociaux, et effectivement, c'est un monde beaucoup plus clivé, où on s'adresse parfois peut-être un peu trop à sa communauté, et pas assez au reste de l'extérieur. Bon, soit, les règles du jeu ont en partie changé. On doit juste le constater, et aussi comment on travaille. Ça reste aussi quand même le Parlement, un endroit où on peut débattre, où il y a des commissions qui font des travaux intéressants. Voilà, c'est pas non plus caricaturé. Nos députés ne sont pas juste devenus des machines à TikTok. C'est pas le cas. Mais parfois, ils y cèdent un peu plus, ils y cèdent un peu plus facilement. Vous sentez que les capsules vidéo, que les vidéos TikTok ont tendance à peut-être prendre plus le pas, ou quand même on est quand même entre gens rationnels? Non, ils prennent plus le plat, mais aussi c'est parce que la politique en soi est plus clivée. Aujourd'hui, vous avez 11 groupes, donc chacun veut prendre la parole, chacun veut exprimer sa position, et chacun veut se distinguer un peu des 10 autres. Donc forcément, les conditions du débat ne sont plus les mêmes. Forcément, il y a des choses qui ont changé. En plus, je pense qu'on a une séance qui fonctionne très mal. On a un poids de l'amendement beaucoup trop important. Les députés font beaucoup trop d'amendements. On ne les régule pas. Bon, au Bundestag allemand, ils ont 1 ou 2 amendements par texte. Et en fait, c'est-à-dire que, par exemple, sur le loi de finances, on perche des temps infinis sur des amendements très mal écrits, qui n'ont aucun intérêt, là où il faudrait que les groupes puissent dire quelles sont nos priorités. Par exemple, sur une loi de finances, par exemple, ça peut être important qu'on débatte pendant 2 ou 3 heures de la taxe Zuckman parce que c'est une priorité du groupe socialiste. Bon, mais des priorités, on en a 3, 4, 5. Pourquoi multiplier le nombre d'amendements pour un débat de piètre qualité, puisque personne ne débat en plus. Les amendements sont mal écrits et c'est même pas le cœur du débat puisque les députés veulent prendre la parole absolument. Il faut changer la manière dont on conçoit un débat parlementaire. Pour finir, peut-être, si vous aviez un conseil à un jeune qui souhaiterait s'orienter vers le travail politique parlementaire, qu'est-ce que ce serait? Bon, déjà lire mon livre. Non, mais plus sérieusement, c'est un bel endroit, le Parlement. C'est un endroit où on élabore des choses, où on discute. Il y a peu d'endroits aujourd'hui où on se dispute pas entre nous, même les chaînes d'information sont des endroits un peu, parfois monologues, une situation de monologue. Donc ça reste un bel endroit. Je pense qu'il faut être passionné et il faut savoir parler, mais il faut savoir aussi écouter. Donc c'est un peu les mêmes choses et essayer de comprendre les règles du jeu dans lesquelles on évolue. Et les règles du jeu, elles peuvent être juridiques, elles peuvent être politiques. Voilà, elles sont de toutes ordres, ces règles, et c'est pour ça que c'est important de les connaître. Merci beaucoup Pierre, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On rappelle la réédition de La Fabrique de la Loi, ce sera à partir du 22 janvier que la nouvelle édition sort. Vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur les plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer, YouTube. N'hésitez pas à partager, et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien.